Bonjour les amis, bonjour à tous, bonjour à toutes. Bonjour. Et voilà, Julien Ramonet avec moi pour la suite des émissions sur la conscience. Ah ben d'ailleurs, normalement, j'ai une jolie Sur la bannière. science. Avant tout, la science et la conscience. Mais voilà, ben, science et conscience, parce que c'est ainsi que nous avons appelé notre série d'émissions, Science et conscience, physique et métaphysique. C'est ça. Mais toi, tu vas plutôt nous parler de la science. Physique et de la science. Voilà, Je te laisse l'autre partie. Non, Nous partageons. je te donne aussi la responsabilité de la conscience, Julien. Absolument. Ouais. Donc, on a fait déjà des émissions sur les mots, le vocabulaire, les unités, les mesures, les ordres de grandeur, très important. Ouais. Hein. Ça, c'était notre première émission. Ensuite, on a entamé une série, 2 émissions sur la structure de la matière. Absolument. Là où on a parlé. On partait de la cellule pour descendre jusqu'à l'échelle de l'atome. Voilà. Comment est constituée la matière, et puis après passer de l'atome jusqu'aux particules élémentaires, voilà. Notamment les quarks et les électrons. Qui était l'objet de notre troisième émission. Troisième émission, voilà, exactement. C'est ça. Et là, nous abordons la quatrième émission. Et autant dire que ça intéresse ceux qui traitent de spiritualité, parce qu'on va parler de quelque chose avec la physique qu'on évoque régulièrement quand on parle de spiritualité, et que ça peut agacer le physicien. Parfois. On va parler des ondes. Des ondes et des fréquences. Voilà, les bonnes ondes, les mauvaises ondes, les hautes fréquences, les vibrations. Les vibrations. Tout ce vocabulaire que le spiritualiste emprunte à la science physique et qui peut parfois irriter le physicien. Parfois. Donc on va voir en gros comment la physique traite de ces notions et à quoi renvoient les termes. Ok. Et moi, ça m'intéresse parce que j'emploie moi aussi le mot fréquence, le mot vibration, le mot onde, comme je les capte, et donc pas du tout avec la modalité scientifique de la science physique habituelle. C'est ça. Merci Julien de nous avec plaisir de nous partager ce que tu connais. Et je vais signaler aussi que les documents que tu présentes, on va pouvoir les télécharger depuis mon site internet. Je mettrai le lien donc dans la description de cette vidéo. Et donc tous ceux qui sont intéressés pour reprendre tranquillement les diapos que tu nous présentes. Avec des meilleures qualités sans doute qu'à l'écran. Voilà, c'est ça. Ça permettra hors ligne. Voilà. Ok. Donc c'est parti ? Allez. Donc je suppose que là, il s'agit de mettre en évidence la première diapo. Exactement. Ça fait tous les bien. Je peux passer en plein écran. Oui, je peux passer en plein écran. Absolument. Pour nos auditeurs, ça change rien, mais pour nous, c'est important. Donc en bas à droite, les notions utilisées, on va s'appuyer sur des choses qu'on a vues dans les 2 premiers modules, à savoir les 3 premières émissions, puisque la structure de la matière a été divisée en 2. En 2 émissions. Donc je vais reprendre des notions qu'on a abordées dans ces 2 émissions, dans ces 3 émissions. Donc là, il faut réviser, hein. Si on veut être à l'aise dans ce que tu vas évoquer, il faut avoir un petit peu en conscience, en mémoire, les notions que tu as abordées. Voilà. Logique. On va s'intéresser à ce qu'est un signal périodique. Qu'est-ce qu'on appelle un signal périodique ? On va parler de fréquences, notamment la fréquence propre d'un système, et puis on va regarder un certain nombre d'ondes. On va pas toutes les voir non plus, mais 3 grands types d'ondes que sont les ondes mécaniques, avec une catégorie qui sont les ondes sonores, les ondes électromagnétiques, avec certaines propriétés que sont la diffraction et les interférences, et enfin un type d'onde totalement différent et très très moderne, que sont les ondes gravitationnelles. Autant dire que là, moi, pour l'instant, déjà, là, je sais pas de quoi on parle. Les ondes sonores, j'entends bien que le son est une vibration, donc quelque chose qui fait comme ça, là. Voilà, on va voir un peu dans le détail. Super. Tu vas quoi nous correspondent ces notions. Voilà. Mais avant tout, on va s'intéresser un peu aux définitions. Comment le Larousse définit ce qu'est une onde ? Le dictionnaire. Le dictionnaire, voilà, sur internet, larousse.fr. Donc une onde, modification de l'état physique d'un milieu matériel ou immatériel qui se propage à la suite d'une action locale avec une vitesse finie qui dépend des milieux traversés. Donc ça, c'est une onde, typiquement une onde sonore, par exemple. Alors, on y va. Donc, l'onde elle-même est une modification. Oui, on va voir l'onde sonore, c'est une modification. Ce sont des ondes de déformation. C'est des ondes de pression. D'accord, c'est une déformation d'un objet physique. Des ondes de pression, on va dire. Des ondes de modification de pression pour les ondes sonores. Les ondes gravitationnelles, on verra, sont des ondes de déformation de l'espace-temps, donc d'une nature totalement différente. Ah oui, d'accord.
D'accord. Donc l'onde elle-même est une modification. Oui. Ok. Et l'onde électromagnétique est une modification du champ électromagnétique. D'accord. Ok. Deuxième exception, ce sont les rides à la surface d'un liquide. Alors ça, c'est le caillou que je jette dans un étang, Voilà. dans une bassine, et ça fait des ronds. C'est ça. Et donc le synonyme, c'est une vague. Voilà, ça fait des vagues, des vaguelettes. D'accord. Pour les cruciverbistes, l'onde, donc c'est la forme littéraire du mot eau. Ah oui, c'est vrai. Ah bah oui, c'est non poétique de l'eau. Mot fléché, mot croisé. Oui, c'est Absolument. ça. Et le Nous avons une culture commune avec les mots croisés. C'est ça. Et aussi un sens littéraire, propagation d'un vif sentiment ou d'une sensation dans son être tout entier. Et Onde là, de plaisir, et là, je pense que ça rejoint. Et là, on aborde effectivement ce qu'on utilise en vocabulaire spirituel. Ce que tu appelles l'onde divine, je pense. Par exemple, ça peut être l'onde divine, c'est-à-dire pour moi, alors je vais donner ma définition de l'onde divine. Je dis onde parce que j'ai l'impression que c'est une information qui se propage en moi, dans mon corps, et qui modifie mon état intérieur. Je ne sais pas si ça peut correspondre à ta définition à toi. En tout cas, ça correspond à la 4e définition du Larousse. Voilà, propagation d'un vif sentiment. Alors moi, je dirais pas un sentiment, mais d'une sensation dans mon être tout entier. Effectivement, je dirais pas de plaisir, mais de complétude. Ça, c'est l'exemple que prend le Larousse. Ouais, c'est ça. Intéressant. Mais c'est pour remettre un peu, je dirais moi, c'est une sensation de complétude, de totalité, qui provoque du bien-être. Plaisir, je ne sais pas, mais bien-être. Voilà, donc là, je pense que oui, effectivement, c'est plutôt ce 4e sens. Et nous, on va s'intéresser notamment au premier et un peu au deuxième. Ok. Alors, les signaux périodiques, on ne peut pas comprendre une onde si on ne voit pas ce qu'est un signal périodique. Donc, un signal périodique, c'est un signal qui se reproduit, un motif qui se reproduit régulièrement. Comme une frise. Comme une frise, oui. En dessin. C'est ça. Avec une période constante. Une période, c'est la durée que met un signal pour se répéter. Et en physique, classiquement, on appelle la période grand T. D'accord. Parce que la période est un temps. Ça s'exprime en secondes. C'est ça. Donc ça renvoie à la première capsule où on a parlé des mesure du temps. Du temps, voilà. Définition de la seconde. Donc, c'est-à-dire que si on prend en forme mathématique, f de t plus t égale f de t. C'est-à-dire que à chaque fois qu'on se déplace d'une période, on retrouve exactement la même valeur du signal. Alors, f, c'est la fonction. Oui, la fonction, c'est l'équation qui décrit le signal. D'accord, c'est ça. Donc, la fonction retrouve la même valeur quand on se déplace d'une période. C'est ça. Dans un sens ou dans un autre. D'accord, c'est ça. La fréquence est l'inverse de la période. Une période s'exprime en secondes, une fréquence s'exprime en inverse de seconde en hertz. Ah, c'est ça. Ah, ça y est, je commence à comprendre. Hertz, mégahertz. Bon, c'est ça. Quand on a fait, moi j'ai travaillé dans une radio dans le temps, donc on exprimait la fréquence la modulation de fréquence en mégahertz. Oui, c'est ça. Exactement. D'accord. Et donc c'est la fréquence est l'inverse de la période. La période, donc c'est la durée avec laquelle l'onde se propage. Se reproduit. Oui. Ah, c'est pas se propage. Elle se propage avec une vitesse. Ouais, elle se propage avec une vitesse, elle se reproduit à une certaine période temporelle. D'accord. Et ce qui donne une fréquence. C'est deux façons d'exprimer la période ou la fréquence, d'exprimer cette propriété de l'onde. C'est à quelle vitesse elle se reproduit. D'accord. Donc par exemple, le courant fourni par EDF est un courant alternatif sinusoïdal, c'est la courbe rouge à droite. Oui. Qui a une fréquence de 50 Hz, c'est-à-dire qu'il y a 50 cycles par seconde. C'est ça. Hertz, ça veut dire cycle par seconde. D'accord. La période, c'est l'inverse de la fréquence. Donc 1 divisé par 50, ça fait 0,02 secondes, donc 20 millisecondes. Donc toutes les 20 millisecondes, le signal se reproduit, fait un cycle. Et ça c'est le propre de l'onde électrique que nous utilisons quand on branche un appareil dans notre maison. Aux États-Unis, c'est 60 Hz, mais dans le monde, sinon, c'est typiquement 50 Hz. Et pourquoi aux États-Unis, ils ont fait différemment? Ils veulent pas faire comme les autres. Non. Ok. Ils ont des prises différentes et des fréquences un peu différentes. Ouais. Ça sert également pour les processeurs. Alors, le processeur, c'est l'appareil qui va dans un ordinateur, oui, effectivement. Qui ont des fréquences typiquement de l'ordre du gigahertz. D'accord. Donc, on dit un processeur à 2,5 GHz. Donc, c'est sa vitesse. C'est sa fréquence. Fréquence. C'est-à-dire qu'il fait 2 milliards d'oscillations par seconde. C'est ça. Mais le signal à droite est plutôt un signal carré en vert. Voilà.
Sa forme. Sa forme est plutôt carrée. Voilà, c'est haut, bas, c'est 0, 1. Mais comment on peut définir une forme? C'est ça que je comprends pas, parce que ça se voit pas. Ce qu'on voit, c'est les effets. Non, si on branche un oscilloscope sur le signal, on verra que ça fait une forme carrée. Un oscilloscope, c'est donc un appareil qui voit l'oscillation. C'est ça. Scope, qui montre graphiquement, ouais, c'est ça. Sur un écran, d'accord, la représentation du signal en général électrique qu'il perçoit. D'accord, ok. Donc 2 GHz, ça veut dire que c'est 2 milliards d'oscillations par seconde. Oui. Et donc la période, le temps que met le signal à se reproduire, c'est une demi-nanoseconde. D'accord. Un demi-milliardième de seconde. C'est rapide. Hein. C'est très rapide. D'accord. Ce qui permet de faire des calculs de plus en plus rapidement. C'est ça. Donc à droite, 4 formes assez typiques de signaux périodiques. Oui. La sinusoïdale. La sinusoïde. Voilà, ouais. Le carré, le triangle et la dent de scie. La dent de scie et un le peu moins classique, mais ouais. Un signal triangulaire assez classique aussi. C'est ça. Juste des portions de droite. C'est ça, mais sauf que là, effectivement, ça retombe à la verticale, alors qu'autrement, oui. C'est ça. D'accord. Okay. Et en bleu à droite, l'exemple de la période donne une 5e forme assez quelconque de signal périodique. Donc celle qui est tout en haut là. Tout en haut, c'est un signal périodique de forme quelconque. D'accord. Mais donc lui, aléatoire, c'est aléatoire à l'intérieur d'une période, mais la période. La période est toujours la même. Le motif se reproduit à chaque période. Ok. Et peut-être pour ceux qui ont fait un peu plus de physique, la pulsation qu'on écrit dans les fonctions, on utilise surtout la pulsation, c'est 2π multiplié par la fréquence. Alors là, je vois W, c'est travail. C'est oméga. C'est oméga, pardon. C'est pas... C'est le oméga grec, c'est le oméga minuscule. D'accord. Oui, Il y a le grand oméga. Oui, qui est comme c'est ça. Oui, c'est ça. Donc oméga, en gros, dans les équations, on utilise plutôt oméga, qui est plus facile à écrire que F. D'accord, ok. Parce que sinon, il y a un 2π dont on a besoin pour exprimer. Bon, autant te dire que là, Julien, je capte rien. C'est juste c'est pas grave, c'est pour les initiés. C'est pour les initiés. Voilà. Qu'on peut laisser sans problème. Moi, le mot pulsation que je connais, c'est le cardiaque, par exemple. Oui. C'est ondulatoire, ça? Non, pulsation, c'est un battement. Un battement. Oui, enfin, c'est aussi... D'accord. Si ça se reproduit, s'il y a une forme de signal cardiaque. L'électrocardiogramme, par exemple, va donner un signal comme celui-ci. Alors, c'est un signal biologique et pas absolument périodique, mais globalement, c'est un signal qui se reproduit, qui est assez presque périodique. C'est ça. La fréquence propre. Ah, ben je reconnais la comptoise de ma grand-mère. Voilà. Hein? Exemple classique. Fréquence propre, ça c'est un terme également physique, mais qu'on utilise dans la vie de tous les jours, c'est la fréquence à laquelle un système va naturellement osciller. D'accord. Et le diapason, typiquement, donc on va envoyer une impulsion sur le diapason et le laisser vibrer naturellement. Ouais. Et sa fréquence propre, il est conçu pour vibrer à 440 Hz. D'accord. C'est une onde sonore qui représente la note La. D'accord. Le La 440. Alors, puisque tu parles de ça, de diapason, de 440 Hz, la grande mode dans le milieu spirituel, c'est le 432. Alors, explique-moi. C'est juste que c'est pas le La. C'est un La 432, c'est un La qui a une fréquence un tout petit peu inférieure. Oui. C'est-à-dire que ça amène une gamme musicale différente. Oui. On n'est pas sur une gamme 440, mais 432. D'accord. Il me semble qu'il y a même le 436 ou 28. Ah, ça se peut. Je suis pas une spécialiste. Mais donc, qu'est-ce que le 432 Hz aurait de particulier par rapport au 440? Alors, en termes de physique, c'est qu'il oscille un peu moins vite. Oui. Après, en termes biologiques, j'ai entendu que c'est une musique plus apaisante. D'accord. On sort de mon domaine. Toi, tu peux pas valider ça. Il faudrait regarder. Je ne sais pas. Là, c'est dans la biologie. Je me suis pas vraiment intéressé. Il faudrait regarder le rapport entre la physique et la biologie là. Oui. Est-ce qu'il y a une plus grande cohérence entre le 432 Hz physique et la biologie de la personne? Okay. 432, ça veut dire que c'est 2% de moins que 440. Ouais. Il y a 8 Hz de moins. Ouais. Parce qu'on dit quand même, il y a toute une théorie là-dessus, que le 432 a été enlevé pour aller faire du mal à l'homme. Voilà, ça c'est moi côté... je vous explique qu'est-ce que veut dire 432, 440 Hz, mais super. Le reste... Mais c'est génial, j'aime bien, justement, c'est pour ça que je fais ces émissions avec toi. C'est pour remettre de la rationalité dans les légendes, parce qu'il y a plein de légendes, hein. Et c'est possible qu'effectivement des humains aient fait le choix délibérément de mettre une fréquence à 440 au lieu de 432 pour abîmer l'équilibre humain. C'est tout à fait possible. On voit bien quand même qu'il y a des décisions pires que ça qui sont prises, hein. Autre exemple de fréquence propre, la pendule. La pendule, vous
soulevez le pendule, Ah, le pendule. et vous le lâchez. Et naturellement, le système est conçu pour osciller à une fréquence de 1 Hz. D'accord. Mesurer les secondes. D'accord. 1 Hz, ça veut dire une période de 1 sur 1 égale 1 seconde. Oui. Donc, le pendule met 1 seconde à osciller. Naturellement, c'est-à-dire sans lui donner d'impulsion. Si, une fois qu'on a donné l'impulsion. Il faut donner l'impulsion, puis après, il va se mettre à osciller. Il est conçu pour, le plus précisément possible, osciller avec une période d'1 seconde. Ok, d'accord. La seconde étant définie dans notre première émission. Oui, 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 très très bien. Sur les fréquences du césium. Oui, absolument. Au début, pas du tout. Pas très naturelle, mais... On a vu l'évolution des étalonnages des mesures. Hein. Des mesures, des unités. Notre première émission. Voilà. Les suspensions d'une voiture également sont conçues en fonction du poids de la voiture et du poids prévu des passagers pour osciller à peu près à la fréquence de la marche. Ah oui, d'accord. Oui, ça a été étudié, ça. Oui, parce que notre corps est habitué à la fréquence de la marche. Si ça oscillait 2 fois plus vite, on serait plus malade en voiture. Ah. Là, quand vous passez sur un obstacle, la voiture va osciller avec Donc, une fréquence... le mal des transports, par exemple, ça viendrait de ça. Ça pourrait venir de... Ça pourrait venir de ça. Le mal de mer, parce qu'on a une fréquence d'oscillation très différente. Ah, ben oui, forcément, parce que l'onde, la fréquence du mouvement de l'eau n'est pas... est très différente de celle de la marche. Ah ben tu vois, c'est hyper intéressant de faire du lien avec ça. Ouais. Donc ça, on choisit la raideur des ressorts pour que, avec le poids de la voiture, on ait une fréquence d'oscillation proche de celle de la marche à laquelle notre corps est habitué. D'accord. Si on stimule, ça c'est une oscillation naturelle, on peut également stimuler un système. Par exemple, quand vous passez votre doigt sur le bord d'un verre, on le fait vibrer. Oui, on fait ça, oui, c'est ça. Le bol de cristal, aussi. Il travaille comme ça. Là, c'est la fréquence propre. Aux noces, quand on va à la noce dans les campagnes, là, à la fin de la noce, il y a toujours quelqu'un qui passe son doigt sur le verre de cristal pour le faire... Donc ça, c'est aussi une fréquence propre. Voilà, c'est ça. Après, on peut, par exemple, exciter un système électrique. On envoie une onde électrique, un courant électrique d'une certaine fréquence et on voit comment ça réagit. Oui. Et si on stimule un système exactement à sa fréquence propre, il va entrer en résonance. Ben moi, j'emploie souvent ce mot, de la résonance. Voilà. Donc, en physique, tout le monde a utilisé la résonance, notamment quand vous poussez un enfant sur une balançoire. Oui. Vous le secouez pas 5 fois par seconde. Oui. Vous le poussez, vous attendez qu'il revienne, vous le repoussez. Absolument. Et donc, vous alimentez en énergie le système à la même fréquence que sa fréquence propre. Et donc, il va monter en énergie. Et vous pouvez faire balancer l'enfant très très haut. C'est ça. Avec peu d'efforts. Bon. Alors maintenant, reprenons ce mot résonance. Par exemple, là, moi, je suis à côté de toi et on a le projet de faire une émission ensemble. Donc, on a quelque chose en commun. Moi, je considère que je me mets en résonance avec toi. Est-ce que c'est complètement faux de le dire comme ça ? C'est une résonance psychologique. Psychologique. C'est pas physique. Peut-être que mon corps... Moi qui ai un signal physique, mais ça, je ne peux pas le dire. Tu sais, on ne sait pas le mesurer, peut-être. Non. Ok. Je ne sais pas s'il y en a un, mais... D'accord. Mais donc, la résonance psychologique, elle est basée sur un peu la même chose. Sur des capacités, sur des valeurs psychologiques voilà, que sur des signaux physiques. À mon avis. Mais donc, c'est pas totalement idiot d'utiliser le mot résonance pour parler de ça. C'est plus le sens qu'on lui donne en physique. En physique, mais c'est un accord. Il y a quelque chose qui s'accorde. Oui. Ok. Et la fameuse histoire, la légende du pont qui s'écroule, avec les militaires qui marchent... Alors ça, c'est vrai ça ? C'est vrai, mais c'était en 1831. Ça a donc existé. Oui. Tu peux nous raconter l'histoire ? Les militaires marchent en cadence avec une fréquence très définie, gauche-droite, gauche-droite. Ouais. Et donc on voit des signaux tapent sur le pont avec une fréquence fixe qui, à ce moment-là, sur le pont de Bretonne en 1831, est égale à la fréquence propre du pont. Et donc le pont a commencé à vibrer jusqu'à s'écrouler. C'est quand même embêtant, ça. Donc aujourd'hui, les militaires ne marchent plus en cadence sur les ponts. Pour éviter ce phénomène de résonance. Pour éviter ce phénomène, d'accord. Oui. Parce qu'effectivement, là, c'est rentré en résonance et donc la structure du pont a été touchée par le phénomène de résonance. Le pont s'est mis à vibrer. À vibrer, voilà, c'est ça. Et donc l'énergie s'est accumulée. Comme si vous poussez un enfant de façon aléatoire sur une balançoire, il ne va rien se passer. Oui. Si vous le poussez toutes les 2,5 secondes à peu près, petit à petit, il va monter. Oui. Et c'est ce qui s'est passé, l'énergie du système. Le système est entré en résonance à cause des stimulations rythmiques dues au pas des militaires sur le pont. Ok. Et on a le phénomène en discothèque, quand vous ressentez les basses dans votre ventre, c'est que la fréquence propre de votre ventre est de quelques hertz. Donc ça résonne, ça fait vibrer vos organes à une fréquence qui est leur fréquence propre. D'accord. Et donc ça impacte aussi la biologie de la personne. Ça peut.
Après, là, c'est la biologie. C'est Je ça. laisserai- Ça, le physicien, il va se taire, il Pour va. l'instant, je laisserai des personnes plus D'accord. Ok. qualifiées. Ok. Ok. Mais voilà 3 exemples de la vie de tous les jours sur des phénomènes de résonance qu'on côtoie dans Oui, notre au vie de tous les jours. quotidien, c'est Voilà. ça. Et naturellement, un enfant sur une balançoire a un peu besoin de faire de la physique pour savoir que on attend qu'ils reviennent pour Oui, le c'est ça. repousser. On peut dire c'est intuitivement, on sait que c'est Oui. comme ça qu'il faut Ou même faire. quand on est sur une balançoire, Hmm. on se stimule, on lève et on baisse les jambes Oui, c'est ça. à la fréquence propre du mouvement, C'est ça. ce qui permet d'augmenter l'énergie du système. Alors, Alors, un premier type d'onde que sont les ondes mécaniques. oui, alors, donc là, on a défini, tu as défini les ondes. Maintenant, on va regarder la nature des différentes ondes. Voilà. Donc là, On a la défini première qu'on ce que regarde, sont la ce sont les fréquence. ondes mécaniques. Oui. Les ondes mécaniques, donc un exemple, c'est la houle à la surface de la mer, qui Oui. correspond à la deuxième définition du Larousse. Oui. Tout à l'heure, ce sont Ouais. les ondes de surface. Oui, c'est ça. Donc quelques images, la houle en haut à droite, et en bas à droite, on a même un croisement de houles perpendiculaires, ce qui forme des carrés. Les carrés qu'on voit à la surface de l'eau sont naturels. Il y a une houle qui vient de gauche à droite et une houle qui vient du haut vers le bas. C'est possible, ça existe. Oui, ouais, à des croisements de courants. D'accord. Et ça peut, donc ça dessine à la surface de l'eau des carrés. Des Il y a carrés, des des ondes quadrilatères. qui vont de gauche à droite et des ondes qui vont de bas en haut. D'accord. Donc c'est en gros la superposition de la figure d'en haut, mais avec deux perpendiculaires. Deux sens. Oui. Ouais. D'accord. Macroscopiquement, ce sont des oscillations de la surface de l'eau, mais microscopiquement, ce sont des ellipses. Donc il n'y a pas de déplacement d'eau en fait. Une goutte d'eau sur une vague va faire une ellipse, c'est ce que montre le schéma en dessous, de dessin. là. Oui. Ouais. La goutte d'eau va faire en gros un trajet elliptique et rester à peu près à l'endroit où elle est. Avant que la vague ne casse. Donc c'est vraiment pour la houle. Après la vague, ce qu'on voit à l'écume là, à mesure que la vague approche de la côte, oui, se traite différemment dans les équations, mais la houle, il n'y a pas de déplacement du liquide. Il y a juste une oscillation de la surface. Une oscillation de la surface et pas de déplacement. Il n'y a pas vraiment de déplacement. C'est pour ça qu'en fait, dans le fond de la mer, on n'est pas impacté par la vague. Non. Oui, effectivement, c'est vrai ça. Mais surtout, une goutte d'eau à la surface de l'eau va avoir un trajet elliptique et revenir à sa position initiale après le passage de la vague. D'accord. De la houle. Donc ouais, on peut voir ça. Oui. On a localisé, enfin, on a reconnu une goutte et puis on voit le trajet qu'elle fait et on voit qu'elle revient. D'accord. On mettait une petite balle, un ballon. Ouais, c'est ce que tu expliques là avec la propagation. Un autre type d'onde, ce sont les ondes sonores. Alors, une onde sonore, c'est une vibration mécanique qui se propage grâce à une déformation élastique du milieu. Déformation élastique, c'est une déformation réversible. Oui, c'est-à-dire que ça va dans un sens et ça peut revenir dans l'autre. Oui, élastique, c'est ça, comme l'élastique. Hein. Et donc le milieu, par exemple, mon tympan, on va dire, est-ce que mon tympan, c'est un milieu? Oui, on va plutôt dire que l'air, l'eau ou le métal, le solide sont des milieux. Okay. Le tympan va être un récepteur. D'accord, ok. Donc l'air, par exemple, pour l'onde sonore, c'est intéressant de voir l'air, j'imagine. Oui, absolument. Donc, c'est-à-dire que les ondes sonores ont besoin d'un milieu pour se propager. Il n'y a pas de son dans le vide. Eh ben oui, c'est ça, je comprends ce que tu dis là. Effectivement, il faut des atomes. Il faut des atomes. Oui, qui vont vibrer, absolument. Absolument. Qui vont vibrer pour transmettre ces ondes. Donc les ondes sonores, notamment dans l'air, sont des ondes de pression. Des ondes de variation de pression qui se propagent. Oui, parce qu'on a vu tout à l'heure que l'onde, c'est une déformation du milieu. Donc on va dire l'air est déformé. Oui, l'air est compressé, décompressé. Par l'onde sonore. Par l'onde, oui. Ok, ça y est, je commence à comprendre. Et c'est ce que je dis là, donc milieu fluide, ondes de pression qui sont en général très faibles par rapport à la pression atmosphérique. La pression atmosphérique, c'est 1 bar. Oui. Et les variations de pression induites par les sons sont vraiment des fractions très faibles de cette pression atmosphérique. Des millibars Oui, même en dessous encore du millibar. D'accord. Oui, c'est vraiment toute petite fraction. Le bar étant la mesure de la pression. La pression, oui. Ouais. Je rappelle sur notre première émission. C'est ça. Sur les mesures. Qu'est-ce qu'on mesure En termes de vitesse, la vitesse de l'air au niveau de la mer à 0 degré Celsius, c'est 330 mètres par seconde. C'est un peu plus de 1200 km/h. Ah oui. C'est la vitesse du son. Ah oui, c'est énorme. C'est assez rapide, oui. Mais c'est beaucoup moins que la lumière.
Donc quand vous êtes dans un concert, vous êtes au Parc des Princes et vous êtes au fond, vous voyez la différence entre l'image sur l'écran géant et le son. Ah oui, c'est ça. On le voit. Oui. Oui, oui, c'est ça. C'est-à-dire que si vous êtes à 100 mètres du chanteur, le son met un tiers de seconde à arriver. Et ça, on le voit, la perception. Et oui, c'est ça. On voit le mouvement de la bouche, par exemple. Et ça, notre cerveau fait, voilà, ce tiers de seconde est parfaitement, non, pas du tout. Il détecte très bien qu'il y a un tiers de seconde. Il accepte le décalage. Il le voit, en tout cas. Après, est-ce qu'on l'accepte? Ok. Mais le cerveau, voilà, traite suffisamment bien ces informations pour voir vraiment la différence. Pour voir que la bouche bouge avant le son. Ouais. Mais on est tellement habitué maintenant à regarder des gens parler sur des écrans que moi je sais que je me suis habituée à avoir des décalages entre le mouvement de la bouche et ce que j'entends. Avec YouTube, ça arrive très souvent. Justement. Oui. La vitesse du son dans l'air varie. Quand on est à 12 000 mètres d'altitude, en général, il fait moins 60 degrés Celsius. Oui. Et comme il y a moins de densité de l'air, la vitesse du son est plus faible. Donc moins de 300 mètres par seconde. D'accord. Donc, alors, tu me dis, plus il fait froid, moins le son va vite. C'est plus on est haut. Plus on est haut. Ah oui, oui, c'est effectivement, ça. il y a aussi la température. Mais c'est l'altitude, parce que à cause de la pression. À cause de la densité. Oui, c'est ça. Moins de pression égale un air moins dense. C'est ça. Et donc, moins apte à propager. Moins d'atomes pour propager. Exactement. Ah, ça y est, j'ai compris. L'atome sert à propager. Oui, ou les molécules. Les molécules, oui. Et donc, ça prolonge ce que tu dis. Donc, dans l'eau, la vitesse est de 1500 mètres par seconde. Donc, 4 ou 5 fois plus rapide. Ah ben oui, il y a plus de densité. Oui. J'ai compris, plus c'est dense, plus ça va vite. Plus un atome ou une molécule va pousser sur la suivante pour transmettre. C'est ça, d'accord. Cette information-là. C'est ça. Donc dans l'acier, encore plus dense, 5600 mètres. D'accord. Et dans le diamant, on est à 18 000 mètres, 18 km par seconde. Alors je comprends pourquoi je veux un corps diamant. Ça propagera plus vite les ondes sonores. Ah ben absolument, je serai une meilleure transmetteuse d'informations. Alors l'onde sonore est un type d'information, mais oui. Après, oui. Mais bon, comme moi je parle beaucoup par la goule, moi, comme on dit chez nous. Donc intéressant que ma parole se propage plus rapidement. Très très bien. Ouais, donc ok, je confirme mon option du corps diamant. Tu vas me dire que c'est pas physiquement correct, hein, mais c'est ok. Donc à droite on a des images. Notamment, la première est une image réelle. Et c'est quoi? J'arrive pas à voir. C'est un avion. Et on mesure la densité de l'air au passage de l'avion. Et on voit l'empilement des ondes. Ah, ce qu'on voit, le truc noir du milieu, là, c'est l'avion. Ah, mais oui, c'est ça. Parce que là, c'est un avion supersonique. D'accord. Ouais. Et donc, supersonique, ça veut dire au-dessus du son? Il va plus vite que le son, oui. C'est ça. D'accord. Et quand on dit, par exemple, l'avion franchit le mur du son, qu'est-ce que ça veut dire? À mesure, c'est l'image d'en dessous. À mesure qui est une image tirée du film Top Gun 2, à mesure que l'avion accélère et approche de la vitesse du son, les ondes sonores, quand il va lentement, les ondes sonores partent vers l'avant, elles vont plus vite que lui. D'accord. Mais à mesure que l'avion accélère, les ondes sonores n'arrivent plus à s'échapper. Oui. Et quand il arrive à la vitesse du son, les ondes sonores s'empilent sur les surfaces de l'avion. D'où le gros boom. Voilà. Et donc quand il le traverse... C'est un concentré d'ondes sonores. C'est un empilement des ondes sonores, il va traverser... C'est pas un mur, c'est pas un vrai mur, mais il y a un empilement d'ondes sonores. Ah, mais c'est ce qu'on voit sur l'image du haut. On voit bien ce front d'ondes sonores qui s'empilent. Et dans l'image d'en bas, ils sont presque à passer le mur du son. Et on voit que ça amène des fluctuations dans la densité de l'air qui amène ce phénomène visible de condensation. Ok. Ah, donc là, ils sont en train de passer le mur du son à peu près tous les 30 minutes. Eh ben, moi, je suis contente de comprendre ça parce que c'est quand même la première fois que je comprends cette histoire-là. C'est super. Ok. Et là, sur l'image d'en haut, on voit bien que si on se place notamment à droite de l'avion ou à gauche, on voit passer le nez de l'avion avant d'avoir reçu l'onde sonore. Ah, c'est ça, d'accord, bah oui. Si vous mettez à la perpendiculaire du nez de l'avion, vous voyez passer le nez de l'avion, vous ne l'avez pas encore entendu. C'est ça, d'accord. Et ce front d'onde, cet empilement d'onde va arriver en créant un bang. C'est ça. Il y a une discontinuité de pression. Ça, c'est ça une onde de choc. D'accord. Ah, c'est ça. Une discontinuité de pression. C'est la pression fait un saut brusque. Ouais. Alors, on parle d'onde de choc aussi en psychologie, hein, donc quand c'est collectif notamment. Ouais. Oui, c'est une information très violente. C'est ça. Qui arrive. Qui crée une onde de choc, effectivement. Une espèce d'empilement d'informations qui, à un moment, crée un choc. Oui. Que le système ne peut pas absorber. C'est le système psychique. Le système physique absorbe. Donc, ça peut créer des dégâts, mais on ne va pas dire que le système n'est pas capable de l'absorber. Ouais. C'est le système psychique. Ouais, c'est ça. C'est pas du tout étonnant, en fait, que la psychologie ou la spiritualité ait repris le vocabulaire de la physique, parce qu'il y a beaucoup de similitudes. Oui, dans les effets, on peut comparer un peu les effets. C'est ça. Ok.
La perception humaine des ondes sonores. Voilà, là, on est plus dans la biologie. Donc, l'oreille humaine va percevoir des sons qui ont une fréquence comprise entre, typiquement, 20 et 20 000 Hz. Donc, 16 Hz jusqu'à 15 à 18 kHz. Et on D'accord. retient en général 20 à 20 000. Ça fait un chiffre plus simple. C'est-à-dire qu'en dessous de 16 Hz, on est dans le domaine des infrasons. Oui. On les entend pas. Ah, c'est ça, l'infrason, en dessous. Par contre, quand vous ouvrez les fenêtres arrière de votre voiture, il y a une espèce de vibration assez désagréable. Ça, c'est souvent... Il y a des infrasons là-dedans. Ah, d'accord. Il y avait des recherches militaires pour faire des armes à partir d'infrasons. C'est des armes qui font vomir. En fait, vous envoyez des infrasons C'est sur affreux. quelqu'un et ça Son agit sur corps- les intestins Son corps les capte, mais et ça donne envie de vomir. Ça agit. mais La donc, fréquence est telle qu'elle agit sur les organes. Et éventuellement, bon, j'ai pas suivi exactement si ça a vraiment eu le jour, mais- indépendamment de la captation sensorielle. Oui. Oh, c'est affreux, ça, parce que ça manipule vraiment. Oui, après, là, c'est une manipulation physique qui donne envie de vomir pour, Ouais. Mhm. pour entraîner une incapacité. Et ouais, je sais qu'il y a des recherches. Et les infrasons, on les vit. Bon, tu donnes Si pas vous d'idée êtes- comme ça Non, à l'armement, mais s'il te plaît. Pas Parce que besoin. ils n'ont pas besoin de toi, on est d'accord, mais Des gens quand assez même. créatifs. Mm. Mais si vous conduisez, vous ouvrez les 2 fenêtres arrière de votre voiture sur l'autoroute, vous allez ressentir des infrasons. C'est très désagréable. D'accord. Il y a des espèces de vibrations qu'on entend. Ok. Enfin, il y a les vibrations qu'on entend et puis il y a quelque chose qu'on n'entend pas mais qui est désagréable. Et au-dessus de 18 ou 20 kHz, on a les ultrasons. Ouais. Ça, C'est-à-dire on peut les percevoir un petit peu plus. Moi, je sais Ben que- non. Ce qu'on appelle ultrasons, c'est au-delà de ce qu'on infra-ultra. Oui, C'est au-delà de notre gamme. de la gamme. Mais je me demande si des fois, il n'y a pas des personnes qui sont capables de percevoir des ultrasons. La sensibilité varie. Oui. C'est ce que je dis selon les individus. Donc, Ah, il y a c'est des ça. personnes qui vont s'arrêter à 15, d'autres à 18, peut-être D'accord. à 20, mais à 40 kHz. Alors les chiens les entendent, Eh bien, il mais paraît. je ne oui. connais pas Mm. d'être humain qui entendrait D'accord. 40 kHz. D'accord. Et on a un diagramme en orange qui donne en fonction Ah. des fréquences, Ouais. en abscisse, 16, 32, etc. Hertz. C'est une échelle qui n'est pas linéaire, et on voit à partir de quelle intensité en décibels on entend. Donc on D'accord. entend tous les sons qui sont dans la zone orange. D'accord. C'est-à-dire que si on est en bas à gauche, c'est que la fréquence est trop basse ou le volume est trop bas. D'accord. C'est-à-dire que pour les basses fréquences, il faut un volume assez grand pour qu'on puisse les entendre. Et on a en rouge une zone de perception optimale, Donc, quel ovale que tu typiquement as. entre 1 ou 2 à 4 kHz Ouais. et entre 80 et 130 décibels. C'est ça. Donc là, c'est la combinaison du volume et de la fréquence. Voilà. Ça y est, j'ai compris. Donc plus la fréquence augmente ou diminue, plus il faut que le son soit fort pour qu'on puisse C'est continuer ça. à le percevoir. C'est ça. D'accord. Et là, il y a un piano qui est dessiné, donc ça indique un peu les fréquences Sur émises par un sur piano. le clavier. Voilà. D'accord. Notre sensibilité varie selon les individus aux fréquences extrêmes et avec l'âge, ça diminue. On entend moins bien. Mais ça vient de l'appareil auditif Le tympan, oui. du tympan. Oui, Oui, c'est ça. perd sa souplesse et sa capacité. Chez moi, ça se vérifie. Hein. Autant je peux dire que je rajeunis sur certains points, autant le son, je me sens pas régénéré. Non. Mm. Et on a aussi la catégorie des hypersons, donc c'est des sons avec une fréquence supérieure à 1 GHz. C'est D'accord. vraiment très 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 élevé. Hyperson. Alors Ouais. ils sont aigus, ils sont C'est très très aigu. très aigus. Ouais. Nous, on n'entend plus, déjà 20 kHz, c'est le maximum D'accord. de fréquence En qu'on peut ultrason. entendre. Et là, 1 GHz, on Ouais, est à d'accord. Mais ça existe. On sait les produire. 50 000 fois plus élevé. On sait les produire. On sait les Mais produire. ça n'a pas d'application humaine. C'est D'accord. une application plutôt industrielle. D'accord. Et à droite, on a un diagramme qui explique un petit peu qui montre les différentes gammes d'intensité sonore exprimées en décibels. Alors là, tu nous as mis la gamme d'un studio de radio, d'un local tranquille, d'une conversation entre deux personnes, d'une Ouais. cabine d'avion de ligne. D'accord. Et Salle de donc, concert. À partir de 90 à 100 Hz, ça commence à être un peu désagréable. 120, 130, ça devient douloureux. Et puis après, au-delà, on arrive à des dommages. Oui. Un réacteur d'avion produit typiquement 120, 130 décibels. Oui, c'est ça. Tu nous as mis la sensation douloureuse là, Oui. en haut de l'échelle. Oui. Enfin, j'ai emprunté le diagramme à Wikipédia. Très bien. Et tout en bas, pour toi, j'ai mis entre 0 et 10 Hz. Le désert. Le désert ou une chambre anéchoïde. Ouais, anéchoïde, ça veut dire. Anéchoïde, c'est une chambre qui absorbe les sons. C'est les chambres avec les triangles noirs qui sortent des murs. Ah oui, chambre c'est ça. tapissée, Qui absorbe le son pour assourdir tout. Voilà, exactement. Donc D'accord. là, on arrive à des
Dans le désert, tu as déjà mesuré 0 à 10. Moi, je ne l'ai pas mesuré, mais... Et donc, ça peut avoir un effet psychologique, d'être face à un tel silence C'est vrai. auquel on n'est pas habitué du tout. C'est vrai. Peut produire des effets psychologiques. C'est finalement assez rare le silence. Moi, j'habite en pleine nature, mais il y a tout le temps un oiseau ou un tracteur ou c'est le vent. Enfin, il y a toujours quelque chose. Mais il y avait des fluctuations, tout fait un peu de bruit, donc on est typiquement autour de 40, 50 Hertz. C'est ça. Un studio radio va absorber le son pour permettre un son d'une meilleure qualité, mais nous on vit classiquement autour de 40, 50, 60 Hertz. Ça fait partie. Donc, pour les milieux calmes. Après, si vous vivez en ville, au-dessus d'un feu, vous serez soumis à beaucoup plus de bruit. C'est ça. Et après, j'ai mis la formule, on va peut-être pas s'attarder dessus, mais quand on monte de 10 décibels, l'intensité de la variation de pression est multipliée par 10. Augmenter de 10, c'est pas linéaire. Oui, le décibel, on sait que la mesure en décibels, on sait que c'est pas linéaire, justement, c'est exponentiel. Non, exponentiel, c'est logarithmique, oui. Logarithmique, c'est la même chose, exponentielle. Ce sont des fonctions réciproques. D'accord. Okay. Le logarithme fait l'inverse de ce que fait l'exponentiel. Ah, d'accord. Okay. Donc, à chaque fois qu'on augmente de 10 décibels, on multiplie par 10. Voilà, c'est ça. C'est comme l'échelle de Richter. Quand vous passez de 5 à 6. L'échelle de Richter qui mesure l'intensité des tremblements de terre. C'est-à-dire que la Terre a tremblé 10 fois plus fort. Ouais, c'est ça. Donc, quand vous montez de 3 sur l'échelle de Richter, de 4 à 7, la Terre a tremblé 1000 fois plus fort. Eh oui, c'est ça. Donc, c'est pas du tout linéaire. C'est ça. C'est ça. C'est ce que représente l'échelle aussi. Ok. Voilà comment les humains perçoivent les sons. Super. Maintenant, un autre type d'onde duquel on va beaucoup reparler dans cette émission, dans les suivantes, sont les ondes électromagnétiques. Donc, alors ça, les ondes électromagnétiques, c'est tout ce qui est émis par les appareils téléphones portables, électroniques, oui. Tous les appareils électroniques. Radio. Ouais, c'est ça. Donc ça, c'est un peu quand même un objet de crainte de la part de toutes les personnes qui sont sur une démarche de conscience. Aussi, il y a des personnes qui sont électrosensibles. C'est ça. Alors, j'ai pas plus d'informations là-dessus. Oui. Mais qui disent être perturbés par une présence trop importante d'ondes électromagnétiques. Voilà. Moi, j'ai entendu une fois une conférence du professeur Bellepomme, dont c'est la spécialité que de traiter les personnes atteintes d'électrosensibilité. Oui. Alors, on est soumis aussi à ce qu'on appelle des rayons cosmiques. Il y a des particules, des photons venant de l'univers qui arrivent aussi sur la Terre. Et qui sont de nature, qui sont des ondes électromagnétiques. Absolument, c'est les photons. Ah, voilà. Les fameux photons dont on reparlera parce que moi j'ai besoin de les connaître. On a déjà parlé, dont on reparlera, le boson vecteur de la force électromagnétique. C'est ça, d'accord. Alors, en termes de terminologie, on va différencier le rayonnement électromagnétique, c'est ce qu'on étudie, de deux de ces représentations que sont l'onde électromagnétique, qui est représentée ici, à savoir un champ électrique et un champ magnétique sinusoïdaux qui vibrent de façon orthogonale. Ça, c'est une représentation du rayonnement électromagnétique. Et c'est une autre représentation, c'est le photon. Alors, dis-moi, Julien, juste quand même quelque chose là. Tu parles électromagnétique, c'est-à-dire il y a deux forces différentes, deux énergies différentes, l'énergie électrique et l'énergie magnétique. En fait, c'est la même, oui. Ce sont deux champs de nature différentes, mais c'est dans un même formalisme mathématique. D'accord. Donc, parce qu'on dit électromagnétique. On va voir juste après. D'accord, ok. C'est très cousin. D'accord. On peut avoir un champ magnétique pur, un champ électrique pur, mais les ondes, un photon, est associé à un champ électromagnétique, à une onde électromagnétique. D'accord. Qui est c'est exactement ce qui est représenté, c'est un champ électrique, un champ magnétique qui vibrent perpendiculairement l'un à l'autre, et même perpendiculairement à leur direction de propagation. Donc, par exemple, il se propage de gauche à droite, voilà, et puis donc ça va vers le champ électrique oscille verticalement, pardon, selon l'axe X. Oui. Et le champ magnétique oscille horizontalement, perpendiculairement à l'écran, selon la direction Y. C'est ça. Vers nous, par exemple. Et il se propage de gauche à droite. D'accord. Alors pour nous, ça serait Y d'avant en arrière, E de haut en bas, et V qui va vers la droite. D'accord. L'onde se propage vers la droite. Là. Donc le bleu, ça se propage verticalement. Ça oscille verticalement. Ça oscille, voilà. Et le rouge, ça oscille vers nous. Pour nous. Vers nous. Vers nous ou en s'éloignant de nous. Voilà, c'est le rouge. C'est ça. Mais c'est toujours perpendiculaire à l'axe. À la direction de propagation. À la direction de propagation. Ouais. Alors là, merci Julien, parce que tu me permets de comprendre le schéma, alors que jusqu'à présent, c'était pas gagné. C'est une onde électromagnétique. Ok. Ça, c'est une onde électromagnétique. Ok.
Donc les deux représentations, un peu de teasing pour l'émission sur la physique quantique, c'est la Oui. dualité onde-corpuscule. Ah, c'est ça. Représentation en ondes ou représentation en particules, en photons. Voilà. Donc ça, c'est ce que le champ de la physique quantique, c'est ça, c'est de traiter de la nature ondulatoire et de la nature corpusculaire et de la combinaison des deux. Notamment ondulatoire. La Ondulatoire, physique va traiter ce qu'on appelle les fonctions d'onde, la physique quantique. c'est ça. Mais ça, on prendra le temps, il va falloir une émission complète pour aborder toutes ces notions. Super, mais on y va, parce que et c'est important On y va. d'être au clair avec ça pour bien comprendre de quoi on parle, justement. Oui. Hein, et pas aller coller du vocabulaire comme ça sur rien. Voilà. Ok. Mais on peut tout à fait traiter des ondes électromagnétiques sans faire appel au formalisme de la physique quantique. Ok, donc déjà On a découvert ça bien avant Oui. le rayonnement électromagnétique, bien avant la physique quantique. Est-ce que tu peux nous dire un champ d'application du rayonnement électromagnétique? Ben, on va le voir, c'est les ondes radio, C'est ça. la lumière, C'est ça. les rayons X, Qui servent à regarder ce qu'il y a à l'intérieur du notamment corps. parce que ça peut traverser la matière. Ouais, pour faire de la radiographie. Exactement. D'accord. Ok. On va Maxwell. voir les équations de Maxwell. Alors qui bon, c'est Maxwell? ne prenez pas peur sur les équations, je les mets juste par souci d'être complet Et par goût. et par goût. Tu les trouves Celles-là, je belles. les ai manipulées un certain nombre de fois. Équations de Maxwell qui sont les équations, alors qui n'ont pas été écrites comme ça au départ, mais qui sont les équations qui permettent de calculer les champs électriques et les champs magnétiques à partir des charges présentes et de leur mouvement, des charges électriques présentes et de leur mouvement. On mesure la charge électrique et on calcule donc le champ électrique et le champ magnétique. À partir de la distribution de charges et de leur mouvement, on peut calculer les champs électriques et magnétiques induits. D'accord. Donc à partir des 4 équations à gauche. Donc ce sont des équations formulées en 1865 par Maxwell. Et qui sont toujours actuelles, qui n'ont pas été démenties. Alors la formulation a changé. Oui. Au début, c'était beaucoup plus complexe. Il a reformulé en 1873 et un autre physicien en 1884, Olivier Heaviside, les a formulés comme on les a à gauche. D'accord, oui, c'est ça. Qui est la formule encore utilisée aujourd'hui. Ouais. Voilà, moi je les ai apprises comme ça. Donc, ce qu'on a en haut à droite, c'est la formule initiale de Maxwell. Non. En haut à gauche. En haut à gauche. Ah non, c'est une autre formulation, mais qui est très moderne. D'accord. Dans la formulation initiale, je ne l'ai pas, c'est une vingtaine d'équations. Ah d'accord, beaucoup plus. C'est un système d'équations. Et ça a été, parce que une des fonctions des mathématiques est de permettre d'exprimer de plus en plus simplement et élégamment la réalité physique. Élégamment. J'aime beaucoup les Plutôt équations. Plutôt que 20 équations, on en a 4 maintenant qui sont c'est ça. Voilà, avec une forme de symétrie. Ah, je vois qu'il y a une erreur sur la troisième qui sera corrigée sur le PDF. C'est un B à la place du E sur la troisième. Donc, le E avec la flèche au-dessus, là? Oui, sur la troisième. D'accord. Je fais une petite erreur. D'accord. Et après, bon, on ne va pas rentrer dans le détail, mais j'explicite un peu toutes les grandeurs qui sont présentes là. Juste les deux premiers, on a epsilon 0 qui représente qui est en fraction, comment dire, en dénominateur. Dénominateur. Exactement, qui est la permittivité diélectrique du vide. Donc c'est une constante qui représente une propriété électrique. Alors moi je vais le dire, permittivité diélectrique du vide. Là franchement, moi je sais pas du tout ce que je dis, mais je le dis. Hein. Voilà. Toi tu sais ce que ça veut dire. Oui. C'est là où franchement il y a une inégalité totale entre les êtres humains et c'est complètement d'accord. Ta compétence à toi n'est pas la même que la mienne. C'est surtout d'avoir eu l'occasion de l'apprendre. Oui. Et donc il y a une unité assez barbare derrière, ampère au carré, seconde puissance 4, kilogramme moins 1, mètre moins 3. Bon d'accord. Donc ça pourquoi je dis ça? Parce qu'on a une propriété électrique du vide, epsilon 0. Mu, c'est une propriété magnétique du vide, qui apparaissent dans les équations de Maxwell. Oui. On les a, le mu 0 sur la dernière équation. Et le produit de ces deux, ce que j'ai mis en bas à droite, epsilon 0 fois mu 0, est égal à l'inverse du carré de la vitesse de la lumière. C carré, ça je le sais, parce que dans E égale mc2, on a le c au carré qui nous dit que c'est la vitesse de la lumière au carré. Donc là, on le retrouve. Et pourquoi c'est important? C'est que epsilon 0, mu 0 apparaissent dans les équations de Maxwell. Et ça a permis de faire le lien avec la lumière, ce qui n'était pas du tout évident au départ. Alors je détaille un petit peu. Oui. Ces équations ont permis de prédire l'existence d'une onde électromagnétique. Si on travaille sur les équations, on voit qu'il y a une onde qui peut se propager à distance avec un certain retard. Donc une onde qui a une vitesse qui n'est pas infinie. Et la vitesse de cette onde qui est calculée par les équations de Maxwell, avec epsilon 0, mu 0, on s'est rendu compte que c'était égal à la vitesse de la lumière qu'on a mesurée expérimentalement. D'accord. Donc là, on fait le pont entre la théorie de Maxwell, ces équations,
et la prédiction qu'elles font d'une onde qui peut se déplacer, Oui. et la mesure de la vitesse de la lumière. Donc là, l'observation du réel. Voilà. Et donc, on conclut que la lumière est donc une onde électromagnétique. Ah, c'est ça qui permet de conclure. Parce que la propriété de la vitesse de la lumière correspond à la propriété calculée d'une onde électromagnétique à partir des ondes de Maxwell. Ah, d'accord. Donc, effectivement, on peut dire la lumière est une onde électromagnétique. Exactement. C'est ça qui a permis d'en faire l'hypothèse. Ça a été et toi, tu sais le prouver. Ça a été mesuré. Ouais. C'est ça. D'accord. Okay. Donc, ça a été une hypothèse après. Mais d'accord. Après, ça a été conclu. Et deuxième partie qui va nous amener à un autre teaser sur la relativité restreinte. Les équations disent que C, donc cette vitesse de l'onde, est la même dans toutes les directions et indépendante du référentiel. C'est quoi le référentiel ? Le référentiel, c'est l'endroit, enfin c'est le cadre dans lequel se trouve une personne qui va dépendre de sa vitesse. D'accord. Par exemple, si vous regardez un TGV passer, oui. Moi je suis dans un référentiel du champ qui regarde le TGV, oui. Et la personne qui est dans le TGV est immobile dans le référentiel du TGV. C'est ça. Elle bouge, mais pas Moi, je suis immobile par rapport au champ, elle est immobile par rapport au TGV. D'accord. Mais nous sommes en mouvement l'une par rapport à l'autre. D'accord. Ouais. Donc, on va, avec la physique, traiter ça dans deux référentiels. Il y a mon référentiel immobile par rapport au sol, et le référentiel du TGV qui est à 300 km/h par rapport au sol. Mais la personne est toujours immobile, mais c'est l'objet dans lequel elle est. Pas dans le même référentiel. C'est ça. D'accord. Ok. Et les équations de Maxwell disent que la vitesse C est indépendante du référentiel. Donc, la vitesse de la lumière est un invariant ça aura permis les prémices, des fondements de la théorie de la relativité restreinte. D'accord. On en reparlera dans une émission dédiée à ça. J'espère, parce que là, pour l'instant, j'entends les mots, j'ai compris l'histoire du TGV, mais ça s'arrête là. En gros, la vitesse de la lumière est exactement la même dans le TGV et dans le champ. C'est ça, c'est un invariant, c'est ça. C'est une constante, c'est quelque chose qui ne bouge jamais. Quel que soit le référentiel. Oui, ok, d'accord, ça y est, ça j'ai compris. Super. Et donc, cette propriété va amener à la relativité restreinte. Ok. Mais comme là, pour l'instant, je ne la connais pas. La contraction dilatation des durées, contraction des longueurs, etc. Donc, tu nous expliqueras ça tranquillement, le moment venu. C'est ça. Ok. Le spectre électromagnétique. Donc, les ondes électromagnétiques ont des fréquences différentes et des longueurs d'onde différentes. Donc, la propriété de la longueur d'onde, on appelle ça lambda. Longueur d'onde, c'est la période spatiale. C'est quand je regarde une onde passer, tous les combien de mètres, kilomètres, centimètres ou nanomètres, la sinusoïde se reproduit. C'est ça. C'est ce que tu nous as donné au début pour expliquer ce qu'était une onde. Oui. Okay. Voilà, donc lambda, période égale, c'est la vitesse de l'onde multipliée par sa période. T, la période temporelle. C'est ça. C'est le lien entre la période spatiale et la période temporelle de l'onde. C'est ça. Là, je crois que je comprends à peu près, oui. Et donc, quelques fréquences et longueurs d'onde typiques. Les radios FM dont tu parlais, donc c'est 100 MHz. Oui. Et donc, une onde qui oscille à 100 MHz et qui se propage à la vitesse de la lumière, donc 300 000 km/s, a une longueur d'onde de 3 mètres. C'est ça, d'accord. D'accord. AM, donc FM, c'est modulation de fréquence. Oui. C'est un type c'est une façon de transmettre le signal. Et puis après, il y a la modulation d'amplitude, AM. C'est grandes ondes. Oui. Les grandes ondes. Autrefois, on écoutait la radio sur les grandes ondes. C'est ça. Ouais. Ça, c'est le nom commun, mais en physique, c'est de la modulation d'amplitude. Donc, 100 kHz, c'est 10 MHz, et les longueurs d'onde, c'est de 30 à 3000 mètres. Donc, ça peut aller jusqu'au kilomètre. C'est ça, c'est pour ça qu'avec les grandes ondes, on pouvait capter des radios d'autres continents. Parce que ça, c'est une propriété. Parce qu'elles sont moins absorbées par l'air. C'est ça, d'accord. Les ondes FM, donc elles se propagent plus loin. Elles ont une interaction différente avec les molécules de l'air, donc elles se propagent plus ou moins loin. Tout comme certaines ondes traversent les murs et d'autres pas. Ah oui, c'est ça. Ah oui. La lumière ne traverse pas un mur, mais le téléphone portable, les ondes. Eh bien oui, c'est vrai ça. Ça, c'est dû aux interactions entre les ondes et la matière. D'accord, d'accord. Le micro-ondes, votre four micro-ondes, oscille à 2,4 GHz pour faire chauffer l'eau. Oui, donc là, il agite les molécules d'eau. Hein, exactement. Qui est la même fréquence que le Wi-Fi, à des intensités différentes. D'accord. Donc moi, j'ai pas de micro-ondes, je me protège de ça, mais par contre, j'utilise le Wi-Fi. C'est la même fréquence, mais des intensités bien moindres. D'accord. Après, bon, on va pas toutes les faire, mais il y a les fréquences de 3G, 4G, 5G. Oui. Avec des longueurs d'onde de l'ordre du centimètre, de 10 cm. Là, je rappelle aussi qu'ici, nous ne donnons pas d'opinion sur la chose, mais toi, tu présentes les faits tels qu'ils sont. Tout à fait. Voilà. On est sur des bandes de fréquences, voilà.
Et comme on veut faire passer plus d'informations entre la 3, la 4, la 5G, on monte en fréquence. Voilà, c'est ça. Parce que comme ça aussi, le plus vite, on peut inclure plus Des d'informations. paquets d'informations plus importants. Oui, plus rapide. Oui, c'est ça. Et on voit au milieu, donc sur la bande d'image, on a les ondes radio à droite, Oui, 1 cm, 1 km. En dessous, 1 micromètre, 1 cm sont typiquement les ondes infrarouges. oui, La télécommande de la télé, par exemple, c'est l'onde infrarouge. oui, On a le spectre visible qui se décompose, qui typiquement des longueurs d'onde de 400 nanomètres à 700 nanomètres. 400 nanomètres, c'est le violet. oui, C'est une longueur d'onde plus courte. Ça oscille plus vite. Et le rouge, c'est du 700 nanomètres. Ça oscille moins vite, les longueurs d'onde sont plus grandes. Et après, au-delà, on a l'ultraviolet. oui. Après, on a les rayons X et après, on a les rayons gamma. De plus en plus énergétiques. De droite à gauche, on a des rayons de plus en plus énergétiques. C'est ça. Et les rayons gamma sont typiquement créés par des phénomènes nucléaires. Donc, quand tu dis plus énergétique, c'est-à-dire que ça a plus d'impact Le sur photon a plus d'énergie. C'est ça, plus d'énergie. Énergie, c'est de la capacité à mouvoir quelque chose? C'est l'énergie qu'emporte la particule, qu'emporte le photon. D'accord. Après, l'impact qu'il va avoir va dépendre de son interaction avec la matière. Voilà. Un rayon gamma va beaucoup traverser quand une onde optique, une longueur d'onde visible ne va pas traverser un mur, par exemple. D'accord. Donc la lumière ne traverse pas vraiment le corps, mais les rayons X le peuvent. C'est ça. D'accord. Ça, c'est tout ce qu'on appelle le spectre électromagnétique. D'accord. C'est l'ensemble des ondes. D'accord. C'est l'ensemble des fréquences des ondes électromagnétiques. Les plus grandes ondes, les ondes radio, l'infrarouge, le spectre visible, l'ultraviolet, les rayons X, les rayons gamma. D'accord. Et après, l'être humain maîtrise de plus en plus tous ces domaines et on a fait des outils. Eh bien oui, à son service. Oui. Mais parfois, ce qui est à son service est à son détriment. C'est un outil. C'est un outil, exactement. Donc avec une certaine neutralité. Tout dépend de l'intention de celui qui l'utilise. Exactement. Voilà, ok. Voilà le physicien là, très, très bien dans ses bottes. Je reste dans mon rôle. Une des propriétés de ces ondes, c'est qu'on peut les diffracter. Alors qu'est-ce que la diffraction d'une onde? C'est quand une onde va rencontrer une ouverture à peu près égale à sa longueur d'onde. Donc à droite, par exemple, on a une vague qui arrive dans une baie presque fermée. On voit que l'ouverture est à peu près du même ordre de grandeur que les vagues. Oui. Et si c'est très ouvert, alors l'onde va passer. Si c'est un petit peu ouvert, juste à peu près la même que la longueur d'onde, alors il y a un phénomène de diffraction, il y aura une réémission d'onde. Et par exemple, une onde qui est plane, qui arrive, on voit que à gauche, par exemple, les vagues sont parallèles. Oui. Ça va diffracter, c'est-à-dire qu'elles vont partir dans des directions différentes. D'accord. Comme si elles étaient réémises par le point qui se trouve à l'ouverture. Comme s'il y avait une nouvelle source d'émission. C'est ça, mais une source maintenant plus circulaire. D'accord. Voilà, c'est ce que montrent un peu les différents diagrammes ici. À gauche, en haut, on voit que l'ouverture est assez grande, l'onde est assez peu modifiée. Mais si l'ouverture est petite, alors l'onde est comme réémise sous forme d'onde circulaire par cette ouverture. Alors bon, moi, le mot diffraction, je le connais avec la lumière, par exemple, avec les petits trucs là en verre, en cristal, alors, tu sais, qui diffractent la lumière. Ça veut dire que le rayon de la lumière rencontre Alors, je vais montrer un objet. Une surface. Voilà, une surface. Alors, c'est des objets qui ont cette forme, c'est-à-dire c'est des facettes. Et donc, l'onde lumineuse rencontre ça. Alors là, c'est plutôt de la réfraction. Ah, c'est pas de la diffraction? C'est de la réfraction. Ah mince, j'étais toute contente de connaître la diffraction. Je vais vous montrer un exemple de diffraction après. La réfraction, c'est les longueurs d'onde différentes vont être traitées différemment par un milieu. D'accord. Si c'est pas vide, on parle d'indice du milieu. L'indice du vide, c'est 1, donc il traite tout le monde pareil. L'indice de l'eau, par exemple, ou du verre, dépend de la longueur d'onde. D'accord. Donc, deux longueurs d'onde différentes, le rouge et le violet, oui, et toutes les longueurs d'onde intermédiaires, vont subir un traitement un peu différent. Ah, c'est ça. Et c'est pour ça que c'est le prisme de Newton. Vous voyez le rayon blanc qui arrive et qui se sépare. C'est ça. Qui fait souvent la couverture des livres de physique de lycée. D'accord. On a un prisme qui
qui fait une réfraction. C'est ça, d'accord. Donc ça, c'est C'est une plutôt- réfraction, pas ouais, c'est une plutôt ça. diffraction. Une diffraction, c'est un D'accord, petit peu ok. différent. Diffraction, vous la voyez quand, par exemple, il y a du gasoil sur de l'eau. On voit des Les formes couleurs irisées. irisées? C'est ça. D'accord. Donc là, ça, typiquement, on a de la diffraction. Et le phénomène un peu connexe que sont les interférences. Alors, c'est quoi ça? Les interférences, c'est que on va additionner des intensités lumineuses. On va D'accord. additionner les signaux. Par exemple, 2 ampoules. 2 ampoules, mais alors 2 ampoules, ça va faire 2 fois plus de lumière. Oui, Mais si on s'intéresse vraiment à la nature ondulatoire de la lumière, oui. ondulatoire, des fois c'est positif, des fois c'est négatif. Si c'est positif et négatif en même temps, c'est le cas qu'on a à gauche, alors ça s'additionne. Ah oui, ça devient neutre. Non, ça devient 2 fois plus grand. Ah, 2 fois plus grand. Par contre, si D'accord. c'est en opposition de phase, c'est-à-dire si une onde est positive pendant que l'autre est négative, Oui, et vice-versa, systématiquement, alors la somme est nulle. et oui. Donc c'est-à-dire que l'interférence va permettre, dans D'annuler. certaines conditions, si on fait rencontrer 2 faisceaux lumineux, ils vont s'annuler l'un l'autre. Ah, c'est ça, d'accord. D'accord. Voilà, c'est ça le phénomène d'interférence. D'accord, d'accord. Donc ça marche avec les ondes lumineuses. Je vais vous montrer un exemple juste après. L'interférométrie, c'est une partie de l'optique. D'accord. Qui, Bon, moi, l'optique, c'est ce qui m'a fait buter lors de mes études au lycée en sciences physiques. Hein, donc, c'est pas mon fort. Donc là, c'est l'optique qui s'appuie sur vraiment la nature ondulatoire de la lumière. Et ça fonctionne également avec les ondes sonores, les casques à réduction de bruit. Donc ça, on met un obstacle. Alors ça, c'est le casque qui va mettre un obstacle physique, qui va absorber les ondes. Oui. Mais après, on a des casques actifs. Ah. Notamment Bose ou Sony. Vous appuyez sur un bouton et le casque va détecter l'onde sonore qui arrive et va produire l'onde en opposition de phase. Génial. Pour annuler le son au niveau de l'oreille. Ah ouais. C'est une interférence. C'est bien foutu ça. Donc il crée une onde qui va interférer avec l'émission du bruit. Voilà, la plus en opposition de phase possible. Okay. Pour, alors c'est jamais parfait, mais pour annuler le plus possible le bruit. Okay. Là, on va se servir de la nature ondulatoire du bruit. Un casque va arrêter l'onde. Oui, je comprends. Il va mettre un obstacle. C'est un obstacle. Mais là, les casques à réduction active de bruit vont émettre. Il y a un micro à l'intérieur qui émet un son qui est le plus possible exactement opposé au signal. C'est bien foutu. Hein. Ouais. Ah ouais, c'est intéressant. On va dire une onde de bruit annule un bruit. Exactement. C'est formidable. Tout comme une onde lumineuse annule une autre onde lumineuse. C'est dingue. Ah ouais, ça. C'est un peu contre-intuitif. Si on regarde juste les signaux, on se dit 2 signaux positifs, 2 signaux qui ont des effets. Ouais. Comment peuvent-ils s'annuler? Parce qu'il faut traiter ça de façon ondulatoire. Ça y est, j'ai compris. Ah, c'est génial. Je suis contente d'avoir compris ça. Parce que bon, quand même, là, je peux pas dire que je comprenne tout, hein, mais là, j'ai compris. Et on verra après que ça marche aussi avec des électrons. Les électrons vont interférer entre eux. Alors, ils vont pas s'annuler, mais vont créer des figures d'interférence. D'accord. Ils vont se concentrer. J'ai l'impression que c'est tout un monde, ça. Ah oui. Absolument. Et là, voilà, une application. Un cheveu. Vous pouvez, si vous avez un petit pointeur laser, vous éteignez la lumière, vous mettez votre cheveu entre le pointeur laser et les murs, et vous allez obtenir une figure comme ça. Ah bon? Qui est une figure. Un pointeur laser, c'est par exemple pour mesurer une distance dans une pièce? Oui, oui, les mètres laser, et puis sinon les petits pointeurs laser qu'on utilise dans les présentations. Ah les petits pointeurs laser rouges. Ah oui, monsieur fait des conférences. Oui, si tu en as encore un, on ferme les volets, on met un cheveu sur le trajet du laser, et ça va créer une figure, une diffraction. Voilà. Une diffraction, c'est-à-dire que le cheveu va faire diffracter l'onde. D'accord. Et l'onde, comme elle est diffractée, va interférer. Aussi, je vous épargne toutes les équations. D'accord. Mais la diffraction va créer une réémission d'ondes et ces ondes réémises vont interférer entre elles. Et donc, à certains endroits, on voit qu'il y a des trous. Oui. On voit vraiment que ce sont des pointillés. Et donc, les parties éclairées sont des interférences constructives. Oui. Donc, le signal s'ajoute. Oui. Et les parties noires entre les parties éliminées sont des interférences destructives. D'accord. C'est-à-dire qu'il y a 2 ondes lumineuses qui sont arrivées en opposition de phase à cet endroit-là. Ok. Je vous mets en bas l'adresse d'un site qui est très bien fait et qui permet de vous guider à travers cette expérience. Et vous pouvez, faut les équations qui décrivent la figure, mais mesurer l'épaisseur d'un cheveu. En mesurant la largeur de votre figure d'interférence, vous pouvez mesurer mesurer l'épaisseur d'un cheveu. C'est pas essentiel dans une vie, mais c'est rigolo. Oui. On utilise
pouvez faire une expérience sur la nature ondulatoire de la lumière à la maison, C'est ça. avec un pointeur laser Sans à être un quelques grand euros. physicien. Sans être un grand physicien. Ok. Et D'accord. ce site-là, que je trouvais qui est bien fait, vous permet de Mm. vous guide à travers ce TP, ce Mhm. travaux pratiques. Mhm. Et l'épaisseur d'un cheveu, c'est typiquement 75 micromètres. D'accord. Donc c'est un dixième de millimètre, Ok. un quinzième de millimètre. Ok. Mm. Et ça, voilà, ça prouve la nature ondulatoire de la lumière. C'est ça. Si la lumière n'avait pas une nature ondulatoire, parce qu'elle a aussi une nature corpusculaire, Oui. s'il Par n'avait les pas une photons. nature ondulatoire, exactement, on n'aurait pas cette... C'est ça la dualité onde-corpuscule. Ça, on ne peut l'expliquer que par la nature ondulatoire. Parce que dire que deux photons vont s'annuler, c'est pas possible. Oui, ok. Mais deux ondes. C'est ça. Voilà, ça amène cette dualité onde-corpuscule. Donc là, juste pour saisir la balle au bon, tu dis la lumière, elle a les deux propriétés corpusculaires et ondulatoires. C'est donc ça. Des photons d'une part et une onde qui ouais. Et où. D'accord. Et c'est une façon aussi d'interpréter D'accord. de certains phénomènes physiques. Ok. Et le dernier, un autre type d'onde complètement différent que sont les ondes gravitationnelles. Là, il y aura une émission aussi sur la relativité générale. L'onde gravitationnelle est une onde de déformation de l'espace-temps. Voilà, oui, ça c'est le truc de Philippe Guillemant là, il est très pointu là-dessus. Hein. Oui. Là, on est dans le cas de la relativité générale, qui introduit la notion d'espace-temps. Oui. Et donc, c'est-à-dire qu'une onde gravitationnelle va modifier la structure même de l'espace et du temps. D'accord. Va faire, à son passage, osciller, onduler la valeur de l'espace et du temps. Ok. Elles ont été prédites en 1916 par la relativité générale. Oui. Quand on fait les équations de la relativité générale, on les pousse un peu, on fait des calculs et on arrive à la prédiction d'ondes gravitationnelles, comme les équations de Maxwell ont prédit les ondes électromagnétiques. Oui. Et on a mis plus de 60 ans à les trouver, à mesurer leurs effets. C'est un prix Nobel qui a été donné en 1993. Donc à les mettre vraiment en évidence. Alors on a mesuré leurs effets. Oui, c'est ça. Donc c'est une mesure indirecte. Oui, c'est ça. C'est pas l'onde elle-même qui est mesurée, mais l'effet qu'elle a sur la matière. C'est ça. Notamment, c'est sur un pulsar qui s'appelle PSR 1913+16. Pulsar, c'est l'état final de la vie d'une étoile. C'est ça. Et on a mesuré l'évolution de ce système qui a été prédit avec une précision incroyable, décrit avec une très bonne précision par les équations de la relativité générale. Mais ça, c'est de l'astrophysique, ça. Oui, ce qui a mené à un prix Nobel en 1993. Et il y a eu des expériences après qui sont attaquées à la détection directe, c'est-à-dire mesurer le passage de l'onde gravitationnelle sur Terre. D'accord. Ça a été réalisé en 2015. C'est là-dessus que j'ai fait mon doctorat, c'est l'expérience Virgo. Et avec les expériences américaines LIGO. Donc il y a 3 détecteurs qui se basent sur une détection interférométrique. Donc on utilise un interféromètre de Michelson, on utilise la nature ondulatoire de la lumière pour voir si une onde gravitationnelle est passée sur Terre. Ça, je redirai peut-être un mot aussi. C'est ta passion, visiblement. Si tu as fait ton doctorat là-dessus, tu dois être hyper pointu là-dessus. C'est des belles expériences. Des dizaines, des centaines de personnes sur des décennies. Ah oui. Ce sont des... Toi, tu t'es inscrit dans cette Moi, j'ai travaillé 3 ans sur cette expérience qui a commencé dans les années 80-90. Mais avec des outils énormes, parce que c'est quand même des outils qui sont dans l'espace, non? Alors, celui-là est sur Terre. Donc, ce sont 2 tubes perpendiculaires qui font 3 km de long, qui sont construits dans un champ en Italie. D'accord. Et il y en a 2 aux États-Unis, qui font 4 km de long. Ce sont des interféromètres géants, donc vraiment des grands appareils, des grands instruments, pour mesurer ces ondes gravitationnelles là qui résistaient. Puis on a mis 100 ans entre la prédiction et la détection. Bon, moi je vois le Julien qui jouait au Lego quand il était petit et puis qui est devenu un physicien. C'est un peu la même chose. C'est un peu plus cher. Oui, c'est ça. Mais il a changé de balette de jeu, mais c'est toujours. Il a changé de braquet. Donc les ondes gravitationnelles sont générées par des mouvements asymétriques de matière. C'est-à-dire que 2 étoiles, 2 trous noirs qui se tournent autour c'est un peu comme si ça faisait des vagues à la surface de l'eau, qui est une image un peu plus facile, mais c'est très dur de se représenter ce qu'est une onde de déformation de l'espace-temps. Oui, ça, j'arrive pas bien. Mais en tout cas, c'est ce que indique la vue d'artiste en haut à droite. Ça va
voilà, des ondes qui vont se propager, Ouais. un peu comme un caillou dans l'eau. On a l'impression de 2 mouvements, complémentaires. Alors les 2 boules noires, ça peut être Ouais. 2 trous noirs ou 2 étoiles Ouais. à neutrons, 2 objets très, très massifs. Oui, qui sont au centre du dessin. Qui sont au centre, qui sont en orbite l'un autour de l'autre. Ouais. Et Et dont qui le vont mouvement asymétrique va Voilà. générer l'émission de ondes gravitationnelles. D'accord. OK. Donc ça modifie relativement, donc c'est pas une modification absolue, c'est on modifie une direction par rapport à une autre. Oui. On en C'est pas reparlera aussi. absolu, oui, c'est Non. ça. D'accord. La mesure du temps et de l'espace sur leur passage. OK. Alors l'ordre de grandeur, c'est 10 puissance moins 20. Donc c'est un 100 milliardième de milliardième. C'est D'accord. vraiment infime. D'accord. Ça correspond, quand une onde gravitationnelle passe, ça modifie la distance Terre-Soleil de l'ordre de 1 nanomètre, de la taille Heureusement, hein. d'une molécule de glucose. Oui, mais heureusement. Oui, après, ça pourrait être un peu plus important sans que ça crée des effets problématiques, Ah bon, mais c'est d'accord. vraiment très, très ténu. Vraiment, D'accord. c'est Mais ça a vraiment quand même une un prouesse effet. technologique. Non, ça a un effet, ça n'a pas d'effet concret pour nous, mais ça a un effet qu'il a fallu voilà, des décennies pour mesurer. D'accord. OK. Avec des instruments d'une complexité incroyable. D'accord. Et donc la distance, quand une onde gravitationnelle de cette amplitude passe, la distance Terre-Soleil varie de la taille d'une molécule de glucose qu'on avait vu Oui. à la deuxième émission. C'est ça. Donc 150 millions de kilomètres, ça varie de l'ordre de 1 nanomètre. Donc c'est incroyable comme. On dirait epsilon, mais. C'est epsilon, voilà, c'est epsilonesque. C'est vraiment, c'est infime. OK. Voilà, nous arrivons au bout de cette présentation de différents types d'ondes. Eh ben, écoute, franchement, là, c'était un peu costaud pour moi. Bon, on n'est pas très bon sur le timing. Ah ben oui, c'est vrai, on a dépassé 1 heure, hein. Ouais. C'est ça. Ben, en même temps, je comprends, c'est copieux quand même, hein. C'est un peu complexe, ça, hein. Voilà, puis on a vu plein de natures d'ondes qui font appel à des notions différentes. OK. Bon, maintenant, voilà, ça c'est important, c'est pour notre culture personnelle, on va dire ça comme ça, hein. Et puis ensuite, ben, on va aborder la 5e capsule, et tu me dis que on va parler de l'eau. De la molécule d'eau, et de ses H2O. propriétés exceptionnelles. Ouais. Voilà, et du lien, enfin des origines de ses propriétés, notamment en lien avec la structure de la matière. OK. Donc là, on va revenir à des choses fondamentales et faire le pont avec les propriétés chimiques, voire biologiques de l'eau. Voilà. Et donc là, on va aborder des choses comme les travaux de Jacques Benveniste ou de Emoto, des choses comme ça, hein. Oui, à la fin, mais d'abord les propriétés vraiment physico-chimiques et biologiques de l'eau. Super. Et puis après, voilà, des choses un peu moins consensuelles, on va dire. OK. Sur l'eau. Merci Julien, c'est super. Merci à toi. Bon, je me sens pas encore très intelligente, mais ça commence à venir. J'ai 2 ou 3 notions qui s'éclairent un peu. Et bravo à vous d'être. Restez jusqu'au bout. Oui, c'est ça. Ta crainte, c'est ça, hein, c'est que les gens se découragent. Ça peut beaucoup d'un coup. Ouais. En même temps, ça peut se regarder en 3 fois. Ouais, c'est ça. Ça peut se regarder en regardant les documents en même temps. Et puis, ça peut s'abandonner si on trouve que c'est pas à notre convenance. C'est pas un problème. Et puis, il y aura plein de supports complémentaires comme des vidéos YouTube. Aussi, qui seront moins interactives même. OK. Mais qui sont aussi bien faites. Voilà. Super. Mon objectif, parce que c'est moi qui t'ai demandé de faire ça, c'est de faire du lien entre la matière et l'esprit. C'est l'unification de l'homme avec l'esprit et la connaissance de la matière qui nous constitue, que nous avons créée, selon moi, me semble être un outil très intéressant. Merci Julien. À bientôt. À très bientôt. Au revoir.